Je suis très content aujourd'hui d'introduire donc le séminaire Art Systemics ainsi que le séminaire scientifique du programme Confiance.ai, on fait double labellisation de cette intervention. Une intervention de Pablo, alors je ne sais pas d'ailleurs s'il faut dire Juan Pablo ou Pablo Pablo, Pantanida. c'est très bien. Voilà. Pablo Piantanida, dont je vais un petit peu expliquer un petit peu le parcours rapidement, hein. Tu as suivi une formation plutôt mathématique et génie électrique, je crois, du côté de Buenos Aires, en Argentine, Oui, tout à avant fait. de venir en France, où tu as réalisé une thèse à Paris 11, Paris Sud, en 2007, hein. C'était sous la direction de Pierre Duhamel, je crois, de mémoire. Tout à fait. C'était Ouais. déjà sur un sujet d'ailleurs assez proche des travaux que tu présentes aujourd'hui. En tout cas, il y avait déjà la théorie de l'information qui était dans le sujet. Bon, aujourd'hui, Pablo est professeur au laboratoire L2S à Centrale Supélec, une UMR de l'Université Paris-Saclay et du CNRS. Il est également membre associé de l'équipe de recherche Comet INRIA, hein, qui est localisée à l'École Polytechnique, au LIX. Et je pourrais citer également d'autres partenariats que tu as importants, en particulier chercheur invité à l'Université de Montréal, hein, dans le département d'Iro. Tu en diras peut-être un mot. Bon, Pablo est co-auteur de beaucoup de propositions, de travaux qu'il a validés dans des revues indexées, bien sûr, beaucoup d'articles en conférence. Je vous laisserai lire sa bio pour tous ces chiffres. Il a enfin, ces travaux sont très visibles de la communauté qui travaille autour de la théorie de l'information, puisqu'il a été en particulier coprésident général d'un symposium I3E sur le sujet, hein, ISIT, hein, en 2019, et puis il est rédacteur associé de plusieurs revues, et en particulier Entropy, et puis Transaction on Information Forensic and Security. Bon, en gros, ces travaux portent sur la théorie de l'information, de façon également connexe, la géométrie stochastique, l'apprentissage automatique, qui est un sujet qui vient percoler maintenant le sujet de la théorie de l'information, la sécurité des systèmes d'apprentissage et de communication. Il va nous en parler beaucoup aujourd'hui, hein, des sujets que je laisserai évidemment nous introduire, mais vous voyez son titre, Information théorétique Methods for Secure Machine Learning. Donc, le sujet de la robustesse et de la sécurité de ces machines à base d'apprentissage sont un peu au cœur de ces travaux actuellement, avec des applications dans des domaines assez variés, aussi bien la vision par ordinateur que des sujets autour de la santé, des sujets du traitement du langage naturel. Et j'espère que dans sa présentation, il pourra nous éclairer sur quelques aspects applicatifs. Et sans plus tarder, je lui passe la parole pour donc le séminaire Systemix et gérer les interactions avec vous. Je pense que le plus simple, compte tenu qu'on est une cinquantaine de personnes, c'est que quand vous avez des questions, vous pouvez les poser dans le chat et puis Pablo pourra y répondre. Et on aura également à la fin de la séquence une possibilité d'interaction directe avec lui par oral, voilà, en levant la main, comme toute visio, il se doit pour toute visio. Pablo, je te passe la parole. Parfait. Bonjour à toutes et à tous. Merci d'avoir pris le temps d'être là. Un grand merci à Patrice pour cette belle introduction et puis au nom des Systemix à vous tous pour cette opportunité d'être ici virtuellement avec vous. Euh, je vais parler en fait d'un sujet que je pense est un sujet majeur, qui est en fait tout ce qui touche à la notion de la sécurisation des l'IA dans les systèmes d'apprentissage au sens large. Je vais plutôt aborder des aspects conceptuels et quelques petits aspects mathématiques et plutôt se concentrer sur les applications et les choses que je vois en fait à venir dans ce domaine-là. Euh, euh, donc, par rapport à l'introduction de Patrice, effectivement, actuellement, je suis au laboratoire des signaux systèmes et très prochainement, donc au début d'année, je vais partir au Canada dans un nouveau laboratoire du CNRS, un IRL qui va être créé conjointement en fait avec plusieurs partenaires à Montréal, dont l'EMILA et d'autres. Donc,
Petite question, vous préférez en fait une présentation en français, en anglais? Qu'est-ce qui serait plus convenable? Patrice, on n'a pas eu l'occasion de discuter. On n'en a pas parlé, je regarde un peu l'ensemble des partenaires. Il me semble qu'en français, ça devrait C'est comme vous fonctionner. voulez en fait. Les slides sont en Les anglais. slides sont en anglais déjà, voilà, tout à fait. Et puis, ils vont être sur le site aussi. Ouais, bah écoute, si les gens veulent poser des questions en anglais, évidemment, pas de souci. Je pense que… Aucun souci, sur le chat, c'est pareil. Ouais. Donc, on peut continuer comme ça alors. Oui, très bien. OK, très bien. Maybe you should read the chat because people in the chat ask you for doing the speech in English. Yes, yes, obviously, in the chat. OK, donc du coup, je continue en français ou en anglais? Qu'est-ce que pense Patrice? Je pense, alors, enfin, à moins qu'il y ait vraiment beaucoup de personnes Ouais. qui ne comprennent pas le français avec des slides. On En continue, anglais, mais voilà. Je la pense que ça question là permet. qui a été posée, c'est est-ce que dans le chat, on peut poser des questions en anglais? Absolument, absolument, Bien tout à sûr, fait. La réponse est oui, absolument, absolument. Donc, en particulier, je vais commencer avec une toute petite intro, mais juste pour mettre en perspective, et ça va me permettre aussi d'introduire quelques sensibilités dans ces sujets-là, en particulier de faire ressortir les liens qui existent depuis toujours, et plus que jamais maintenant, entre les notions d'information et les notions d'apprentissage. Donc, une petite introduction sur les deux sujets avec un côté un peu historique. Ensuite, je vais attaquer rapidement les motivations qui, en fait, sont des motivations reliées à l'application des IA et surtout en lien avec des systèmes d'ingénierie et ce qu'on appelle les systèmes critiques, évidemment. C'est là où on a besoin de faire confiance à nos outils d'IA. Et ensuite, rapidement, c'est au moment de visiter quelques résultats qui sont très, très récents, qui ont été sont en cours d'évaluation, ont été publiés cette année, en particulier à NeurIPS, sur les sujets, en fait. Et donc, en particulier, j'ai discuté sur la détection des erreurs des classifications à l'avance, évidemment. La détection des changements de distribution, ce qu'on appelle en anglais auto-distribution detection, c'est-à-dire quand les modèles n'est plus adapté au type des données qui vont arriver dans la phase des tests. Il y a eu un drift entre test et apprentissage. Les aspects adversariaux, c'est-à-dire comment rendre nos systèmes plus robustes aux attaques adversariaux, qui est un sujet certainement que vous avez déjà bien entendu parler ou que vous maîtrisez parfaitement. Et un autre aspect qui est un peu, je vous dis, un peu plus méconnu, qui devient très important, c'est le fait que quand on entraîne un modèle d'apprentissage et on partage un modèle, donc les softwares de ces modèles-là, les modèles lui-même, l'algorithme maintenant, contiennent de l'information vis-à-vis de l'ensemble d'apprentissage. Et si l'ensemble d'apprentissage contenait des informations sensibles, eh bien, effectivement, ça peut poser un problème. Donc, l'idée, c'est de sensibiliser à cette situation-là et voir comment on peut mesurer le niveau de sensibilité, etc. Donc, on va attaquer avec cette introduction un peu historique, une perspective de l'IA et donc de l'apprentissage profond. Effectivement, comme on connaît tous, si on remonte très très loin dans l'histoire, on tombe sur ce magnifique travail d'Alan Turing, qui était parmi les travaux que j'avais lus en premier, donc il m'a beaucoup impacté tout au début de ma thèse, ça s'est lié assez bien et c'est formidable. Et ce qui est important en fait, c'est que c'est la première fois effectivement qu'on a pris conscience de la capacité qu'on avait à traiter l'information avec ce qu'on appelle aujourd'hui un ordinateur tout simplement, mais c'est les notions mathématiques des mémoires, des logiques, des instructions et cette capacité à traiter les informations qui ont joué un rôle important dans l'histoire. Après, dans la suite, évidemment, il y a eu ces fameuses conférences dans les années 56, qu'on la connaît aujourd'hui comme Dartmouth Conference. C'était une conférence d'été où il y avait les plus grands scientifiques, ou parmi les plus grands scientifiques en fait au monde à ce moment-là, qui sont tous en lien évidemment avec la naissance de l'IA comme on la connaît aujourd'hui, dont évidemment Claude Shannon en faisait partie, mais parmi d'autres qui sont tous des personnes très reconnues. Et c'est d'un point de vue historique, c'est la première fois qu'effectivement on a parlé d'IA.
Alors, il y a un slide que j'aime beaucoup, c'est mettre les choses en perspective vis-à-vis de l'histoire de l'IA, parce qu'effectivement, l'IA ne date pas d'hier, hein, comme vous le savez certainement, et donc c'est des choses qui ont démarré très très tôt, hein, déjà dans les années 40, à peu près à l'époque où Shannon avait aussi démarré les travaux en théorie de l'information, mais plutôt reliés au problème de stockage et communication. Il y a eu une naissance de l'IA, il y a eu les premières notions de perception, il y a eu une première époque d'or de l'IA, et puis ensuite, il y a eu le premier hiver de l'IA qui est allé à peu près jusqu'à la fin des années 80. Et puis ensuite, il y a eu une nouvelle époque, une remontée d'IA, dans laquelle on a eu plein de choses comme backpropagation, Q-learning, CNN, plein de choses qu'on utilise aujourd'hui. Et puis à nouveau, en fait, un hiver de l'IA. Et puis finalement, depuis les années 2000, en particulier officiellement 2006 et 2007, la naissance de Deep Learning avec l'explosion de toutes les applications qu'on connaît aujourd'hui. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est là. C'est très difficile de prédire où on va aller exactement. Ce qu'on peut, on peut s'accorder tous à dire, c'est qu'aujourd'hui, on a des outils qui marchent très bien, mais que parfois, ils se trompent énormément aussi. Donc, on a besoin d'introduire une confiance, on a besoin de maîtriser ces technologies, on a besoin de comprendre en fait comment elles marchent, on a aussi besoin de se rendre compte quand ils marchent, dans les situations dans lesquelles elles ne marchent pas. J'aimerais bien dire juste quelques mots au modèle probabilistique qu'on a derrière aujourd'hui, un modèle d'apprentissage. Je ne vais pas faire un focus sur les côtés symboliques de l'IA qui a existé à l'origine et qui revient aujourd'hui comme étant un sujet complémentaire avec les côtés statistiques. Je vais plutôt me concentrer sur les aspects statistiques puisque c'est mon domaine. Et donc, pour mettre en perspective ça, je vais parler présenter un peu ces modèles basiques en fait d'apprentissage avec lesquels on peut s'imaginer qu'en fait il y a la nature qui crée des données, donc de la parole, des images, des sons ou tout objet qu'on souhaite modéliser. C'est ce qu'on appelle les features, c'est nos X. Et ensuite, il y a un objet probabiliste aussi qui va associer un concept à chaque objet. Évidemment, on ne le connaît pas. Ces concepts, c'est une variable que je dénote avec Y, qui est la chose qu'on aimerait bien apprendre. Une classe, ça peut être un modèle de régression, ça peut être toute information qu'on souhaite, qu'on trouve importante et qu'il faut modéliser. On a évidemment un modèle, donc c'est une classe de modèles qui peut être notre algorithme, donc qui peut être très complexe ou très simple, peu importe, c'est une fonction qui, dans la plupart des cas, est paramétrique. Et puis ensuite, on aimerait bien apprendre les paramètres. Et le but de cette fonction-là, c'est être capable d'imiter, et je dis bien imiter, l'objet. C'est-à-dire, la plupart de l'apprentissage jusqu'aujourd'hui s'intéressait à l'imitation de ce que l'objet produit. Et non pas à apprendre l'objet lui-même. Apprendre l'objet lui-même, ça serait apprendre cette distribution conditionnelle. Donc, c'est une autre composante qui est bien sûr plus complexe et c'est pas quelque chose qu'on a traité aujourd'hui. Même si on peut s'imaginer qu'un modèle d'apprentissage profond apprend cet objet-là parce qu'il travaille avec des probabilités soft, ce n'est pas du tout le but. Et souvent, il est très mauvais à apprendre cet objet-là. Par contre, il peut être très bon à apprendre à imiter l'objet, c'est-à-dire l'armax de l'objet qu'on ne connaît pas. Il y a quelque chose d'implicite derrière cet objet-là, c'est que quand on fait l'apprentissage de la fonction, c'est aussi un processus de compression. On pourra en discuter un peu plus, mais en fait, faire de l'apprentissage, c'est aussi faire de la compression, c'est-à-dire apprendre les côtés prédictifs des données. On a une théorie qui a démarré dans les années 60 avec les travaux de Vacnik et Tchernoviv, qui nous présente en fait des conditions suffisantes et nécessaires sur certains critères avec une certaine notion d'apprentissage qui est basée sur la minimisation d'un risque empirique et qui nous permet conceptuellement de capturer un compromis entre la complexité du modèle et les ressources d'apprentissage, c'est-à-dire la longueur de la séquence d'apprentissage dont on dispose. C'est très élégant, ça fait l'objet de plusieurs travaux, mais effectivement,
c'est des bornes qui sont un petit peu pessimistes parce que c'est des bornes qui sont basées sur les pires cas, c'est-à-dire c'est des bornes qui sont indépendantes de la distribution des probabilités du dataset sur lequel on va entraîner. Et en fait, effectivement, on se place dans les pires cas parmi tous les datasets possibles. D'où pourquoi j'ai eu parfois la question de certains étudiants me disant mais pourquoi la théorie ne marche pas pour prédire ce qu'on fait en pratique. La théorie marche toujours, c'est juste que les hypothèses de cette théorie-là ne sont pas tout à fait compatibles avec ce qu'on fait en pratique. Mais en tout cas, conceptuellement, on a bien une théorie. Évidemment, il y a une forte évolution ces dernières années, c'est l'évolution en deep learning, où les choses sont changées. Ça reste toujours un cas particulier de cette théorie-là, de cette conceptualisation de l'apprentissage en étant la minimisation d'une fonction risque avec des échantillons. Mais le vrai changement, c'est le fait qu'aujourd'hui, on va plutôt travailler sur des représentations, c'est-à-dire on va transformer les informations dans un espace latent à travers un modèle qui est souvent assez compliqué, mais qui est une couche des plusieurs transformations. Et cet espace latent est censé être plus simple pour représenter et transformer et traiter cette information-là. Il est censé simplifier un peu les manifolds, est censé pouvoir nous permettre de revenir à l'espace, donc de reconstruire ce qu'on fait quand on fait un autoencodeur, typiquement de reconstruire cette information-là, mais surtout de mieux séparer les informations, que ce soit pour un problème de classification ou un problème de régression. Et c'était ça le changement fort des paradigmes. Et effectivement, dans l'apprentissage des représentations, il y a plein d'outils dont certains d'entre eux sont issus des mesures d'information et des concepts d'information qu'on va rapidement visiter. Maintenant, je vais juste rapidement discuter de qu'est-ce qui a été l'apport de la théorie d'information, aussi démarré dans les années 40, à peu près au même moment où démarrait l'apprentissage. Le problème que Shannon a traité à l'époque, il était en transition, il était en train de quitter Princeton pour arriver à Bell Labs. C'est pour ça que officiellement, ses travaux sont partis vers l'AS, mais Princeton considère aussi que Shannon a vraiment fait l'essentiel de ses travaux à Princeton. Bon, ça, c'est un peu le côté anecdotique, historique. Et les problèmes qu'il a traités, Shannon, c'était un problème de communication dans un canal bruité, c'est-à-dire on avait une séquence de symboles discrète ou continue qu'on voulait transmettre. Il y avait la notion d'encodeur, comme on a aujourd'hui en apprentissage, pour représenter ces séquences-là dans une autre séquence de symboles, XN, qui n'avait pas forcément la même longueur, et où cette séquence-là, on allait introduire dans ces séquences-là une protection vis-à-vis du bruit du canal. Le canal allait pouvoir nous introduire en fait des bruits, et on devait pouvoir être capable de traiter ces bruits-là à travers en fait la protection, un code protecteur d'erreur, correcteur d'erreur. Ensuite, il y a un décodeur qui essaye justement de décoder cette information qui a été transmise. Shannon s'est intéressé au problème de voir à quel point les rapports entre les nombres de symboles qu'on transmettait et qu'on recevait pouvaient être grands, tout en garantissant que l'erreur au niveau de décodeur, quand la probabilité d'erreur devenait arbitrairement faible. Et donc, effectivement, elle a simplifié énormément les problèmes, et puis il a réussi à capturer l'essentiel de ces problèmes-là avec des mesures d'information qui permettent aujourd'hui de parler, ce qu'on parle de capacité, de la limite maximale d'information qui est donnée par l'information mutuelle, une mesure de dépendance entre l'entrée et la sortie du canal. Il a aussi fait des bornes équivalentes pour des problèmes de compression avec des contraintes des fidélités, des distorsions, ce qu'on appelle la fonction de débit distorsion, évidemment, aussi donnée par une information mutuelle, mais c'est une minimisation, et ensuite des conditions pour des transmissions de cette information-là dans un canal bruité. Donc, ce qu'on peut retirer d'un point de vue conceptuel, c'est très rapide, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, l'idée, c'est pas faire un tutoriel sur la théorie d'information, mais ce qu'on peut retirer d'outils, c'est qu'effectivement, il y avait une première notion de représentation de l'information à travers une séquence des bits, donc une représentation discrète de l'information. Donc, les bits TBN, un genre de monnaie essentielle qui permettait de compresser l'information et en même temps de protéger vis-à-vis des bruits dans la transmission. Donc ça a été très formateur dans tous les systèmes de communication d'aujourd'hui.
Alors, ces notions d'information sont aussi très fortement reliées à des notions d'incertitude, puisqu'ils sont des mesures d'information qui nous permettent de parler d'information et d'incertitude. Et ils sont aussi reliés, évidemment, à des problèmes d'apprentissage. Donc, typiquement, la notion la plus naturelle de mesure d'incertitude, c'est l'entropie des Shannon, que certainement vous connaissez bien, qui est basée sur 3 axiomes très intéressants et assez simples. En fait, bon, les premières, c'est une mesure de surprise, c'est-à-dire de mesurer l'inconnu, la partie qui est difficile à prédire. Si on a une distribution qui est très facile à prédire, eh ben, il ne porte pas, observer des réalisations de cette distribution-là ne porte pas beaucoup d'informations parce qu'on peut le prédire déjà sans l'observer. Par contre, s'il y a beaucoup d'aléatorité, c'est vraiment hautement aléatoire et difficile, donc difficile à prédire, eh ben, du coup, les observations vont nous apporter beaucoup d'informations. Ça, la première étape, le premier axiome des Shannon, c'était une certitude, hein, donc d'être une surprise, une mesure de surprise. Le deuxième, c'est effectivement, il faudrait que ce soit indépendant de l'alphabet. Et ça, c'est une propriété qui est très intéressante dans l'apprentissage parce que ça nous donne une certaine symétrie. Les permutations de l'alphabet ne changent pas la mesure d'information. Donc, quand on entraîne avec des réseaux, avec ce genre de mesures, on peut introduire de façon implicite ces symétries. Et la troisième, c'est la notion d'additivité, c'est-à-dire qu'on peut agréger des informations s'ils sont indépendants et ça va faire la somme des informations. Ces 3 axiomes-là, c'est pas difficile de montrer, qui nous amènent directement à la notion d'entropie des Shannon, hein, qu'on connaît tous, c'est une notion qui est toujours positive, qui est maximisée par le log du cardinal de la distribution des symboles discrets. On peut aussi définir une notion d'information mutuelle, hein, qui est un genre de dépendance à l'information qu'une variable apporte à l'autre, à quel point une variable peut aider à prédire l'autre variable, c'est complètement symétrique. Les entropies et les entropies conditionnelles nous permettent de développer cette notion-là, et encore une fois, est une mesure d'information très utile pour mesurer les dépendances entre les variables aléatoires qui vont nous permettre aussi, dans l'apprentissage, d'apprendre des représentations qui préservent ou qui ne préservent pas une certaine information. Ça, c'est un domaine très fort de nos jours qu'on appelle le démêlage ou désentanglement en anglais. Ces notions de déformation, ils peuvent aussi être étendues en continu, mais là, il faut vraiment faire attention parce que effectivement, la notion d'information mutuelle pourrait être infinie en continu. Et donc, ça, on voit ça assez souvent dans des travaux qu'on ne fait pas assez attention à ce genre des détails. Il y a plein d'autres informations, donc en particulier l'information de Rényi, l'entropie de Rényi, qui est une généralisation de l'entropie des Shannon, qui permet, avec un petit paramètre alpha, d'aller regarder un petit peu dans la queue des distributions. C'est-à-dire que lorsqu'alpha est grand, on regarde de plus en plus des masses de probas au niveau de la queue. Et effectivement, quand alpha tombe vers 1, ça tombe vers l'entropie des Shannon. Est particulièrement important l'entropie d'Rényi, puisque ça va être un des outils qu'on va retrouver plus tard dans un des travaux pour la détection des erreurs de classification que je vais vous expliquer. Il y a une version conditionnelle aussi, et il y a plein d'autres mesures de divergence, df divergence, divergence d'Rényi, etc., que je ne vais pas évidemment mentionner. Donc, naturellement, la théorie de l'information nous propose des mesures d'incertitude vis-à-vis d'un concept qu'on souhaite apprendre, qui est inconnu, évidemment. Nous permet de séparer aussi des choses qui sont un peu déterministiques, des choses qui sont un peu aléatoires, ce qui est très important, c'est un aspect qui est très important pour la compression, mais aussi pour l'apprentissage. Mais effectivement, au sens large, n'est pas complètement clair aujourd'hui à quel point ces notions d'information sont vraiment naturelles ou pas pour un problème d'apprentissage, comme on sait évidemment les cas dans un problème des communications. Donc ça, c'est quelque chose ouvert. Et puis aussi, à quel point joue un rôle central dans la représentation ou pas des informations. C'est aussi des choses qui sont ouvertes. Mais il y a eu plein de travaux dans ce sens-là depuis plusieurs années. Et ça continue. C'est un domaine assez actif. Par contre, il y a plein de situations pour lesquelles aujourd'hui, on connaît concrètement que ça a beaucoup aidé. C'est très fortement présent dans tous les analyses théoriques des erreurs de généralisation à travers des packs bayésiens, typiquement, ou des notions de complexité comme la dimension DC ou la complexité de Kolmogorov. Ça a été très utile en statistique pour des notions des sélections des modèles. Un exemple assez connu, c'est le minimum description length, certainement.
C'est très utile dans les notions des apprentissages d'encodeurs, des autoencoders, donc surtout les variational autoencoders sont partie en fait de ces notions comme l'information bottleneck et tous ces genres des mesures qui sont des classes d'algorithmes qui sont issues en fait des maximisations et minimisations d'informations. Et en particulier, dans cette talk, j'aimerais bien montrer quelques exemples sur 2 aspects où ces mesures d'information ont un rôle important. Le premier, c'est les incertitudes des modèles de prédiction. Et les deuxièmes, c'est pour détecter des drifts dans la distribution des données. OK, donc ça, c'est à peu près ce que je voulais faire en termes de présentation générale, des interactions possibles qui existent entre une notion d'information et modèle d'apprentissage. Et là, je vais tout droit un peu au sujet de cette présentation, qui est évidemment les notions d'incertitude dans les modèles d'apprentissage. Alors, qu'est-ce que c'est que l'incertitude? C'est quelque chose auquel on a tous une notion conceptuelle déjà. C'est-à-dire, lorsqu'on a un modèle de classification, on aimerait bien être capable de prédire à quel point on est confident dans la décision que l'algorithme a trouvée ou pas. Est-ce que l'algorithme est capable de prédire sa propre confidence ou pas? Au niveau d'un modèle de régression, évidemment, on aimerait bien être capable de dire qu'on est autour d'une certaine zone de confidence et avec quelle probabilité on peut garantir ces zones de confidence. Donc, dans un modèle de classification, on a des probabilités soft. Dans un modèle de régression, la plupart du temps, on ne les a pas, mais l'idée des confidences reste quand même toujours la même. On a aussi cette notion qui est très reliée à la confidence, qui est la notion des autodistributions, ou plutôt être robuste en fait à une distribution au-delà de la distribution d'apprentissage. C'est-à-dire assez souvent, dans un monde idéal, on va entraîner avec des données issues d'une distribution qu'on appelle la distribution des training, qu'on ne connaît pas évidemment, et on va supposer dans notre dataset, dans notre monde idéal, que la distribution des tests va être exactement la même. Évidemment, c'est complètement faux pour plusieurs raisons. La première, ça peut être parce qu'on a mal échantillonné la distribution et du coup, en fait, les exemples des trainings qu'on a ne sont pas tout à fait représentatifs de la réalité. La deuxième, et c'est assez souvent le cas, c'est que les choses ont peut-être évolué dans le temps. On n'a pas exactement la même situation qu'avant. Un système a continué à se dégrader. Il y a eu des facteurs d'ingénierie ou d'autres. La caméra qu'on a n'est pas tout à fait la même. La météo a changé, etc., qui font que la distribution a changé. Et donc, on doit être capable de soit pouvoir s'adapter à ça, ou déjà pouvoir détecter la présence de ces situations-là pour pouvoir éventuellement rentraîner et s'adapter. Mais la robustesse dans ce genre de situation est un facteur clé d'aujourd'hui. Donc, autodistribution veut tout simplement dire que effectivement, on est entraîné sur une distribution et on va tester avec des échantillons qui viennent d'une autre distribution qui n'est pas exactement la même sur laquelle on a entraîné. Typiquement, il peut y avoir des changements au niveau, ce qu'on appelle les covariance shift en anglais, au niveau de la distribution des pixels, si on traite des images, c'est-à-dire au niveau du domaine, parce que, comme je disais tout à l'heure, la météo n'est pas la même, la caméra s'est dégradée, etc. On peut aussi avoir, et la distribution du concept n'a pas changé dans ces cas-là, mais on peut aussi avoir des distributions dans les concepts. On a tout simplement des nouvelles classes, des classes qu'on n'a pas vues avant. C'est typiquement l'exemple quand on traite des applications en biologie ou la génétique, etc. Ou on peut avoir tout simplement une distribution différente. Par exemple, on est entraîné sur un dataset dans lequel les classes étaient assez valence, les mêmes nombres d'images ou d'objets par classe. Et ensuite, on va tester sur une distribution qui n'a pas les mêmes nombres d'objets par classe. Donc, on a un biais, en fait, on ne le sait pas. Et évidemment, ça peut biaiser les résultats, ça peut biaiser, en fait, les performances au niveau de l'application. Donc, il y a des situations avec lesquelles, que ce soit une distribution marginale ou la distribution jointe entre les concepts et les variables observées, les features, elle va changer et ce ne sera pas la même.
Typiquement, il y a un certain nombre de datasets qui sont apparus récemment, qui nous permettent de jouer sur ça, en particulier en images. C'est les ImageNet-C, qui nous permet d'avoir une dégradation des images de façon incrémentelle, où on voit des pixelisations, on voit différents effets de bruit. Et cette corruption-là, on peut aussi l'introduire avec d'autres facteurs, comme il peut être en fait typiquement de blur, ça peut être des erreurs de quantisation au niveau des pixels. Il y a différents types de pixelisation ou des effets qu'on peut introduire artificiellement sur des images et étudier ensuite comment le modèle va se dégrader en fonction de ça. Et évidemment, on voit assez rapidement que l'accuracy, les performances du modèle se dégradent très fortement avec le drift des distributions. Et pas seulement ça, c'est que la confidence du modèle était même augmentée. C'est-à-dire un modèle peut rapidement croire qu'il est fortement confident alors qu'il est en train de faire des erreurs assez graves et il ne se rend pas compte. Donc la plupart des modèles profonds, la plupart, je ne dis pas évidemment tous, il peut toujours avoir des exceptions, ils ne se rendent pas compte quand ils sont en train de faire une fausse classification. Et ça pose un problème assez profond, tout ce qui touche à la notion du safety. Une autre composante, en fait, qui est assez complexe de nos jours, c'est les notions des exemples adversariaux. Évidemment, on peut avoir des exemples adversariaux, on peut avoir des petites perturbations dans un domaine visuel, on le voit clairement, avec d'autres types de données qui ne sont pas visuelles. Il peut y avoir aussi une perturbation faible, c'est juste que la notion de les voir ou pas les voir, c'est plus diffus, c'est moins clair. Mais visuellement, effectivement, on peut avoir des petites perturbations qu'on ne voit pas à l'œil et qui font que les classifications changent complètement. Ça, c'est assez connu. Et la vérité, c'est qu'on peut faire des tests sur un modèle synthétique et se rendre compte que quand on traîne un modèle, on peut avoir deux classes ici, plus une classe qui est plutôt un outlier, et on se rend compte que le modèle est extrêmement confident vis-à-vis de ce qui aurait dû être le modèle idéal. C'est-à-dire, on fait une simulation synthétique, on sait que la confidence du modèle idéal aurait dû être fortement impactée lorsqu'on arrive aux frontières de décision, donc tous les bords de ces deux objets-là. Et dans la pratique, quand on entraîne un modèle, il est super confident. Et du moment qu'il ne sort pas de là, il est complètement confident. Donc, cette transition de notion de confidence, évidemment, crée un problème et est important de savoir le détecter. Pourquoi? Parce qu'on a plein d'applications avec elles sont des applications critiques. Bon, la première, c'est le modèle dans les applications médicales. Effectivement, on aimerait bien savoir quand on prend une décision qui est fausse et quelles sont les chances, ou éventuellement, au contraire, d'avoir des décisions qui sont bien. Et si la décision est fausse, évidemment, on pourra toujours demander à un humain d'aller regarder ce qui s'est passé et de prendre une décision autre qu'avec un algorithme d'apprentissage. Mais une première étape est déjà de se rendre compte à quel point on est vrai ou on est faux. Il y a plein de situations pratiques, je ne vais pas trop m'attarder sur ça, mais plein de situations qui sont reliées au médical, dans lesquelles c'est important de prendre des décisions avec des confidences, ou au moins se rendre compte quand on n'a pas de confidence. Mais c'est une situation aussi qui arrive évidemment avec les systèmes autonomes de conduite. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. On a les problèmes de détection d'objets. On peut rater les objets, on peut avoir des objets qui sont des fausses détections, qui ne devraient pas être là. On peut avoir des changements au niveau des pixels parce qu'on a entraîné sur une certaine météo et puis ensuite on se retrouve avec une météo plutôt neige et en fait qui était très rare dans l'endroit où on a entraîné et puis du coup en fait effectivement ça fait des dégâts assez importants au niveau de l'algorithme. On peut avoir une situation qui est plus récente, en fait, des situations dans lesquelles on a des nouvelles classes. C'est-à-dire qu'il y a des classes qu'on ne connaît pas et qui vont apparaître, ce qu'on appelle open set. Et effectivement, on se retrouve à partir des années 2010 avec des applications dans lesquelles on a de plus en plus des classes qu'on ne connaît pas. Et qu'est-ce qui fait les systèmes? Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont des classes qu'ils ne connaissent pas. La plupart du temps, ils vont les classifier comme des fausses classes. Et donc ça, effectivement, ça crée un problème, en particulier pour tout ce qui relève des applications au niveau avec des données génétiques ou des applications médicales, mais pas que, évidemment. C'est pour ça que les few-shot learn, ça fait partie d'un sujet prometteur dans ce sens-là. Et j'ai discuté tout à l'heure aussi un autre facteur qui commence à jouer un rôle important, c'est le fait qu'on entraîne un réseau avec un certain nombre de données qui sont peut-être sensibles, et ensuite on va partager ces réseaux-là. C'est-à-dire que le software, les poids, ces millions de paramètres qu'on a entraînés, qui ont capturé l'information vis-à-vis d'un certain modèle, d'un certain dataset, ils vont être partagés. Et puis, du coup, en fait,
Et c'est comme si on était en train de partager une version bruitée, certes, mais une partie de l'ensemble d'apprentissage. Il y a énormément de situations pour lesquelles ça, c'est hors de question, parce que tout simplement, on a des lois qui sont très strictes au niveau européen vis-à-vis de l'identification des données personnelles, ou d'identifier la présence de quelqu'un à l'intérieur des modèles, et ça pose un problème. Donc, on a plein de situations, je vais vous montrer quelques-unes, et effectivement, il faut être capable de mesurer le niveau d'information qu'un algorithme a stocké vis-à-vis du training set. Donc là, je vais quand même essayer de survoler, je ne veux pas trop rentrer en détail, au contraire, je préfère essayer de rester dans une demi-heure de plus et garder une demi-heure pour qu'on puisse discuter des choses qui potentiellement vous intéressent. Mais je vais essayer de visiter en fait les 4 sujets qui sont reliés à des travaux vraiment très récents. Qui font le lien entre des mesures d'information et le safety AI, qui nous permettent évidemment de détecter des échantillons qui ne sont pas dans la distribution de notre traitement, des drifts dans les modèles, des erreurs de classification, essayer de remonter la robustesse et essayer aussi de comprendre qu'est-ce qui fait que l'information qu'on stocke au niveau d'un réseau d'apprentissage permettait, et ça on le sait, de récupérer des informations vis-à-vis de la présence de quelqu'un à l'intérieur d'un ensemble d'apprentissage. Je vais commencer avec un travail tout récent, ce qui a été présenté il y a une semaine en fait à NeurIPS, qui était un spotlight, qui est un travail une méthode très simple, hein, comme le titre le dit, hein, qu'on a appelé Doctor, hein, qui nous permet de détecter des erreurs d'apprentissage. On l'a appliqué à des images et du traitement de langage naturel, mais il peut être appliqué à plein d'autres données. Hein. La méthode est assez simple. On a juste besoin d'un modèle soft. On a travaillé sur Deep Learning, mais il peut être aussi appliqué à tout autre modèle qui n'est pas forcément Deep Learning. Hein. Donc, c'est un problème assez classique. Donc, juste là, je fais tout typé des maths, pas beaucoup, mais conceptuellement pour avoir la notation en tête. Donc, on a un espace des features qui peut être quelconque, en particulier réel, mais ça peut être R puissance D. On va travailler avec des images après. On a un espace Y des concepts, des classes, typiquement. On a une distribution jointe XY qu'on ne connaît pas, évidemment. On a un ensemble d'apprentissage. Et il y a un prédicteur qui a été entraîné, que je l'appelle f de dl, qui est la fonction qui a été entraînée, qui permet de prédire la classe Y à partir d'un échantillon X. Et en fait, je suppose que cette fonction-là est composée des larmax sur toutes les classes d'une distribution conditionnelle, du label Y conditionné au feature, à l'image, typiquement à l'objet qu'on souhaite classifier. Typiquement, c'est ce qui arrive avec les softmax d'un réseau de neurones aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut faire un détecteur très simple qui nous permet, étant donné un échantillon de la distribution X qu'on ne connaît pas, qu'on va évaluer dans notre probabilité soft pour avoir une prédiction soft, on aimerait bien donner cette probabilité soft au détecteur et les demander au détecteur avec un seuil qui nous dise oui, il faut accepter cet échantillon-là puisqu'on a une bonne chance de le classifier correctement. Non, on n'a pas de chance, on va probablement faire une erreur. On ne veut pas rentraîner le réseau est donné, c'est une boîte noire, on ne peut pas le toucher en fait. C'est déjà été fait, peut-être ça a fait l'objet des mois du travail, hors des questions d'aller toucher les réseaux. Donc en fait, ce qu'on veut prédire mathématiquement, c'est l'erreur des classifications pour une image donnée ou pour un échantillon donné, qui est aléatoire, qui est 0,1 évidemment, et qui est une fonction de la réalisation du concept que Nature va faire et à quel point ces concepts-là sont différents ou pas de la prédiction de notre réseau. Donc c'est d'ailleurs qu'on ne peut pas connaître parce qu'on ne connaît pas la réalisation du vrai label dans la pratique. L'échantillon arrive, on doit le classifier, on ne connaît pas qu'est-ce que c'est que le vrai label. Il y a un objet clé pour faire cette détection-là, qu'on m'a démontré qui était l'objet optimal, c'est la probabilité d'erreur des classifications, c'est assez naturel, de cette image-là qui vient d'arriver X0. Quelle est la probabilité de se tromper dans la classification avec notre classifieur par rapport à l'échantillon X0 qu'on a observé? Quelles sont nos chances, évidemment, de le classifier correctement? Cette fonction erreur, on ne la connaît pas, mais c'est la fonction qui nous aurait permis de retrouver la règle de décision optimale. En comparant cette probabilité à un seuil, ça aurait été optimal. Et donc, le problème qui se pose ici, c'est comment on peut approximer
cette fonction probabilité. Donc, on a mathématiquement démontré qu'effectivement, il y avait une statistique extrêmement simple qui est finalement l'entropie de Rényi du 12e ordre. Donc, c'est l'entropie de Rényi avec alpha égale 2, qui est tout simplement cette fonction J, qui est, étant donné un échantillon, on va sommer sur toutes les classes la probabilité, les prédictions soft par classe, les carrés des prédictions soft. On va sommer les carrés des prédictions soft pour une image donnée, ou pour un symbole, pour un feature donné. Et ça, c'est notre statistique à partir de laquelle on va prendre la décision. Avec cette statistique-là, on va comparer à moins cette fonction G à un seuil, gamma, qui nous permet de voir le nombre de rejets ou pas selon les deux types d'erreurs, parce que c'est un problème de décision binaire, c'est-à-dire on a rejeté une image qu'on aurait pu classifier correctement, ou on a accepté une image qu'on aurait pu, qu'on va se tromper. Donc, il y a deux types d'erreurs dans ce problème-là. Et avec ces gamma, on varie en fait le compromis. Et effectivement, avec ça, en comparant, on a une fonction indicatrice qui nous permet d'accepter ou rejeter. C'est ce qu'on appelle doctor. Et effectivement, on peut démontrer que cette entropie de Rényi de ce ordre, c'est une bonne approximation de la fonction erreur qu'on ne connaît pas et donc des détecteurs optimales. Et c'est extrêmement simple à faire. On a juste besoin des prédictions soft, c'est tout. Et on a une deuxième option à ce problème-là qui aurait été de prendre la fonction erreur comme étant une probabilité, directement la probabilité soft, c'est-à-dire l'erreur propre du classifieur. Le classifieur, il a sa probabilité soft qu'il connaît, il prend sa décision en fonction de sa probabilité soft et en même temps, il mesure son erreur en fonction de sa probabilité soft. Ce qui est un peu une aberration, mais pourquoi pas? On peut toujours essayer. Et ça donne une fonction probabilité erreur que je l'appelle chapeau parce qu'il n'est pas la vraie. Et effectivement, ça donne potentiellement un deuxième détecteur qu'on appelle D bêta plutôt que D alpha. Mais D alpha, il va mieux se comporter que D bêta. Mais c'est une autre option. Et ensuite, dans ce genre de situation, on va regarder les compromis entre ce qu'on appelle le FRR, le False Rejection Rate, donc les taux des faux rejets, versus les True Rejection Rate, donc les bons taux en fait des rejets, les vrais taux des rejets dans ces situations. Donc, on a une autre mesure de qualité. Donc, ça, c'est ce qui est relié à la notion de la région ROC. Et une deuxième mesure de qualité qui est l'air à l'intérieur de la région ROC, qu'on levait assez proche des 1. Le plus c'est proche des 1, on appelle AROC, dans les jours de décision. Et ça, c'est les deux critères qu'on va fixer. On va regarder l'heure à l'intérieur de la région ROC. Si tout est parfait, ce serait 1, 100%. Et on va fixer un true rejection rate à 95%, c'est-à-dire que bon, on ne va pas accepter plus de 5% des échantillons pour lesquels on va faire une fausse classification, par exemple parce qu'on va, je ne sais rien, on va tuer quelqu'un si c'est une voiture autonome. Et de l'autre côté, on essaie de minimiser effectivement le nombre de rejets qu'on fera des échantillons qu'on aurait pu classifier correctement. Ça, c'est les critères à 95%. C'est un exemple, on peut gérer ça comme on veut, évidemment. Il y a deux situations qui se posent ici, la situation dans laquelle on a juste accès au ProvaSoft, on n'a pas accès au réseau, et une deuxième situation dans laquelle on pourrait avoir accès au réseau, et donc propager des gradients à travers le réseau, non pas pour réchanger les réseaux, mais pour pouvoir jouer sur des perturbations qui vont nous permettre de mieux décider. Les deuxième cas, ce qu'on appelle partially black box, le premier cas, ce qu'on appelle totally black box. C'est deux niveaux de complexité, et en fonction des informations dont on dispose, on peut jouer sur les deux. On a comparé à des compétiteurs les plus proches, c'est des méthodes des décisions des auto-distribution qu'on pourrait utiliser ici, aussi pour décider des rejets ou pas. C'est ce qu'on appelle des méthodes des Odin, typiquement. Elles sont basées aussi sur des ProvaSoft. Les méthodes de Mann-Lewis, qui est une mesure des distances entre les distributions de probabilité, mais qui a besoin d'avoir accès à tous les layers. On peut aussi comparer à ça, c'est ce qu'on a fait. Et c'est les deux travaux les plus proches dans ce sens-là. Donc là, je vais juste échapper quelques détails. On joue ensuite sur les statistiques. Évidemment, on a des classes des échantillons qu'on vient classifier, des classes d'échantillons qu'on ne va pas bien classifier au niveau de test, on ne les a jamais vus. On peut faire des histogrammes pour voir si on est capable de séparer ces deux classes. Et évidemment, la fonction G, celle que je vous avais présentée, Rényi, des deuxième ordre, elle marche très bien pour faire cette séparation-là. Comparé en fait à d'autres méthodes, effectivement, on a une superposition un peu plus importante, ce qu'on voit dans les résultats.
Dans les cas partial black box, on a accès à perturber les inputs un peu, et ça aide, ça sépare encore plus. Et donc, c'est pour ça qu'on a des histogrammes dans lesquels on sépare encore mieux. Donc, ça, c'est des régions ROC que je vais passer. Et donc ensuite, on a tout simplement fait des méthodes sur des réseaux connus, sur des datasets connus, Cifarbis, sont, c'est très typique en traitement d'image, ImageNet, Small ImageNet, SVHN. On a aussi joué sur le dataset des NLP, évidemment, c'est le dataset des détections type Amazon Fashion et Amazon Software. Et effectivement, on a montré qu'on avait des gains tout à fait considérables qui vont entre 4 à 8% en fonction évidemment du dataset et la tâche, avec une méthode qui est extrêmement simple et qui permettait quand même avec efficacité de détecter ça. On a aussi joué sur des échantillons, détecter des échantillons qui ne viennent pas de la même distribution pour voir si ça marchait toujours. Et effectivement, ça se comporte assez bien. Donc, il y a des extensions, évidemment, ces travails-là, potentiellement, des extensions à la reconnaissance d'objets, qu'on est en train de travailler dessus, la segmentation sémantique d'images pour les voitures autonomes, typiquement, ou pour des applications médicales, des problèmes de régression, qui sont des problèmes très souvent dans l'industrie. Donc, c'est des extensions possibles sur lesquelles on travaille aujourd'hui. Donc, je passe ces slides-là, il y a des références, il y a tout est online de toute façon, tout ce que je présente là, vous pouvez ensuite avec les slides aller trouver les détails des tout. Deuxième situation que je voulais vous en parler aujourd'hui, c'est la détection des auto-distributions, c'est-à-dire on a entraîné sur un certain réseau et en fait on va maintenant, on a entraîné sur un certain dataset et ensuite quand on passe au niveau test, la distribution a changé. Elle a évolué dans le temps, où en fait il y a eu des perturbations, où j'ai mal échantillonné, et puis en fait c'est une distribution qui n'est pas du tout la même. Donc mon réseau n'est plus adapté. Peut-être que je dois entraîner, peut-être que je dois tout arrêter, je ne sais pas, mais j'aimerais bien le détecter. C'est ça qu'on essaie de faire dans ces contextes-là. Et en particulier ici, on va jouer sur les variétés différentielles par rapport à une des questions que dans le chat, effectivement, c'est la notion de manifold vis-à-vis de la variété différentielle qui vont nous permettre de calculer ce qu'on appelle la distance de Fisher-Rao. Alors, qu'est-ce que c'est que la distance Fisher-Rao? Je vous dirai rapidement avec les mains sans trop rentrer dans le détail, mais on peut discuter après avec plaisir. Et qu'est-ce qu'on souhaite faire ici? On souhaite tout simplement trouver que la distribution a changé, c'est-à-dire qu'on avait une distribution PDX au moment où on a entraîné, et puis au moment où on va tester, on a une distribution QDX. Donc, on peut voir ça comme un problème de classification. On va juste essayer de détecter le label Z qui nous dit Z égale 0, Z égale 1. Le problème, c'est qu'on ne peut pas entraîner un classifiant parce qu'on n'a pas, ou presque pas, des échantillons du changement du drift. Donc, c'est là où le problème est un peu compliqué. Donc, on doit comparer l'univers des changements possibles à quelque chose de base dont on dispose, qui est notre distribution d'apprentissage à travers notre réseau. Et surtout, c'est très important, la détection doit se faire à travers le réseau. Parce que ce qu'on cherche à détecter, c'est que le réseau n'est plus adapté aux données qui viennent d'arriver. Et non pas tellement simplement que les données ont changé. Et ça, c'est très important. On aurait pu avoir des changements très forts. Si le réseau reste complètement invariant à ces jours de changement, il n'y aurait pas de souci. Ce qui nous intéresse, c'est voir quand le réseau n'est plus adapté à ces changements-là. Et en fonction du degré d'information, on doit faire des tests soit avec les Provasoft, parce qu'on n'a pas eu accès, on n'a pas voulu toucher les couches intermédiaires, ou en fait, on peut aller regarder toutes les couches et regarder, évidemment, espérer avoir des meilleurs résultats. Donc, je disais tout à l'heure que j'allais jouer sur ce qu'on appelle la distance de Fisher-Rao. La distance de Fisher-Rao, c'est une distance assez conceptuelle. Étant donné une classe des modèles probabilistiques, elle nous permet de calculer la distance minimale entre deux points vis-à-vis du manifold, donc de la variété générée par la classe de distribution de probabilité. Vous imaginez que vous êtes sur une montagne. La montagne est à peu près la forme de la variété selon la distribution de probabilité, selon la classe de distribution de probabilité avec laquelle vous travaillez. Et vous vous demandez en fait quel est le schéma le plus court pour aller d'un point à un autre point. Mais évidemment, vous ne pouvez pas quitter la montagne, on ne peut pas voler, etc. Il faut vraiment marcher et aller de l'autre côté. Les schémas les plus courts pour aller de l'autre côté et la distance de ces schémas-là sans quitter vraiment la montagne, effectivement, c'est la distance de Fisher-Rao.
Et ces distances-là, c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a calculé pour la classe des modèles de probabilité soft, pour la classe de softmax dans un réseau deep. Ça donne une formule qui est pas complexe, qui est assez simple, qui est la cosinus de la somme de la racine carrée des produits des deux probas soft, dans lesquels d'un côté on a un input X et de l'autre côté on a un input X' pour regarder la distance entre deux switchers typiquement, mais vis-à-vis du manifold. Et on peut voir que ça s'est connecté évidemment à d'autres distances connues comme la distance des Hillinger et il y a une relation très forte avec la distance euclidienne aussi, la divergence de Kullback entre les deux distributions, etc. Mais l'arc cosinus est très spécifique de cette distance-là. Avec ça, on va calculer un score. Je ne veux pas trop encore rentrer dans les détails, on peut discuter après. L'idée, c'est pas trop faire des détails à chaque fois. On va calculer un score au niveau des probas soft, qu'on va comparer à un seuil, et avec ça, on va décider. On peut aussi les faire faire la même chose, mais au niveau des représentations, si on a accès à tous les layers, évidemment, et modéliser les densités de chaque layer, hein, comme une classe gaussienne, et calculer les distances des fichiers RAO de cette densité-là, et puis éventuellement calculer ces scores par layer, et ensuite on peut, si on a accès à tout ça, agréger toutes ces informations-là, ou travailler simplement avec la dernière couche si on le souhaite. Et à partir de là, on a un score pour une image donnée qu'on va comparer à un seuil et on va décider si la distribution a changé ou pas. C'est ça conceptuellement l'idée de la détection des auto-distributions. Bon, évidemment, comme toujours, il y a plein de détails sur les types de réseaux. On va utiliser des réseaux qui sont connus, des ResNet, des DenseNet, qui sont différents, ont tous les deux différentes complexités. Tous les datasets qu'on utilise dans l'imagerie médicale aujourd'hui, CIFAR, SVHN et ImageNet. Et on va en particulier montrer que la distance de fichier RAO, juste en regardant la dernière couche, elle permet, donc on appelle la IJOT, notre méthode, avec ces distances-là, elle permet de mieux séparer par rapport à la distance de Malanovis, qui est aussi quelque chose issu de la géométrie différentielle, même s'il n'a pas été présenté comme ça, et qui sépare moins bien ces informations-là. Et donc, on l'a fait sur différentes situations, effectivement, et donc ça s'est traduit dans des résultats, des gains intéressants au niveau des détections. Je vais quand même échapper les tableaux, c'est que c'est assez dense. On peut évidemment regarder ça en détail si c'est un sujet qui vous intéresse. C'est important que ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, la géométrie de l'information, la géométrie différentielle mais restreinte aux espaces et probabilités, qu'on appelle la géométrie d'information, est un outil intéressant pour faire la détection des changements des drifts dans les distributions et qui peut être utilisé pour des choses plus complexes comme des séries temporaires ou des changements des drifts progressifs dans les temps, avec une évolution de mémoire, qui est un sujet sur lequel on travaille aujourd'hui. On a aussi utilisé fichier RAO pour faire la régularisation dans les domaines des attaques adversaires. Ça, c'est un autre grand sujet des safety. C'est le fait que je disais tout à l'heure que, en fait, on sait tous, les réseaux marchent très bien quand on fait l'inférence pour faire de la classification, typiquement, dans un domaine où tout est sympathique, tout se passe bien. Mais dans la réalité, évidemment, les choses sont un peu plus compliquées, parce qu'il y a des frontières qui ne sont pas exactement les mêmes que les frontières d'apprentissage. Et quand on fait de l'inférence, effectivement, on est assez sensible à des petites perturbations qu'à l'œil humain, on ne les verrait pas parce qu'on a un système qui est très fort, qui nous permet de créer plein de symétries qui vont nous rendre plus robustes, mais qu'un réseau neurone n'est pas fait comme ça, ou pas encore. Et en fait, il est très sensible à ce genre de perturbations. Parce qu'on peut assez facilement, avec une petite perturbation, changer d'une frontière à la frontière à côté, ou même une frontière qui paraît plus loin, une grande dimension. La notion de plus loin, plus proche est quand même assez différente. Et ça crée un problème, effectivement, parce qu'on peut faire ce qu'on appelle data poisoning, soit dans l'entraînement, soit au niveau du test, et créer un problème, surtout dans tout système critique. Donc, ça, c'est un travail qu'on a fait, qu'on a démarré en collaboration avec le Canada, en particulier avec Hydro-Québec au Canada, qui s'intéresse beaucoup à ces genres de situations pour l'implémentation des l'IA, évidemment, dans les systèmes critiques. Donc, visuellement, encore une fois, tout ce que je montre, c'est par rapport aux images. On a aussi travaillé avec des vraies données dans le contexte de Smart Grid. Je ne vais pas parler de ça, je reste sur les images parce que c'est très visuel, c'est facile de voir les choses. Donc, on peut appliquer des perturbations, créer une nouvelle image presque pareille d'un point de vue visuel que celle d'origine. Et évidemment, les résultats vont être complètement différents.
Donc, le problème, c'est qu'en grande dimension, on a des régions de décision qui sont très complexes et des petites perturbations nous font sauter des régions. On les voit typiquement en ajoutant des lunettes dans un dataset, on peut classifier des personnes comme étant quelqu'un d'autre. Et on peut même choisir quelle personne on veut être. Et donc, effectivement, ça pose un problème. Ça pose un problème aussi dans le système de conduite autonome. Donc, c'est très sensible dans un problème des segmentations et dans tout ce qui est vision par ordinateur. Et ce qu'on a fait essentiellement, sans trop rentrer dans le détail, c'est les notations, c'est à peu près la même qu'avant, je ne veux pas rentrer dans les notations, c'est effectivement appliquer les notions des géométries différentielles pour faire en sorte que les choses soient proches vis-à-vis du manifold du réseau. C'est-à-dire que l'image clean et l'image perturbée donnent toujours une prédiction, une probabilité soft qui est proche dans la géométrie du manifold, pour essayer de remonter la robustesse. Donc, les méthodes de robustesse marchent à travers les attaques. D'abord, on a démarré avec les attaques. Une attaque, c'est quoi? C'est une perturbation au sens d'une norme qui nous dit qu'elle n'est pas très forte, la perturbation, pour que le problème ne dégénère pas. Et une perturbation telle qu'on demande au classifieur de prédire dans l'image perturbée une classe qui n'est pas la bonne. Donc, la classe T ne serait pas exactement la vraie classe. Et on peut même choisir parfois la classe sur laquelle on souhaiterait se tromper. Et donc, il y a un algorithme assez classique qui s'appelle FGSM qui nous permet effectivement, avec un gradient stochastique, de créer ces perturbations-là, soit en utilisant les signes, soit en faisant plusieurs itérations et en ayant quelque chose d'un peu plus efficace. Ça s'appelle le PGD. Donc, je vais sauter ce genre de détails. Et pour aller directement à ce qu'on appelle l'entraînement adversarial, qui est le fait qu'effectivement, on a un jeu, on a un adversaire qui crée des exemples en fait adversariaux qu'on appelle X'Prime ici, et on a un classifieur qui essaie de trouver son θ, le paramètre du classifieur, qui essaie de minimiser la loss. L'adversaire essaie de la maximiser, et ensuite le classifieur essaie de la minimiser. C'est un problème de min-max, et en fait, on ne peut pas le résoudre de façon exacte, évidemment, et on va itérer, faisant l'hypothèse que si on itère d'un côté, en fixant l'autre, et puis on revient, on itère de l'autre, et on revient à nouveau, etc., ben, on aura un résultat qui n'est pas trop mauvais. Bon, ça crée quelques problèmes évidemment au niveau d'optimisation, mais la plupart des temps, on arrive quand même à entraîner ça. Le seul détail, c'est qu'il faut itérer plus du côté adversarial pour la maximisation, pour chaque itération, quand on fait un update de notre classifiant. Ça a été utilisé en fait avec la cross-entropie comme étant une loss pour créer ce qu'on appelle la méthode Madrid aujourd'hui, un des travaux les plus cités, puis ensuite étendu à ce qu'on appelle trace, qui était une régularisation à travers une KL, c'est-à-dire en essayant de faire que la distance des callbacks entre la divergence, des callbacks entre les deux distributions soft, celle de l'image originale et de l'image bruitée exprime, soit proche. Donc, on minimise notre loss et en même temps, on pénalise avec une loss pour essayer de faire avec une distance entre les distributions pour essayer de faire que ça se rapproche. Mais ces deux travaux-là et plusieurs autres travaux que je ne suis pas en train de citer ont quand même un défaut, c'est qu'ils supposent tous connaître la loss qui va être utilisée pour créer les attaques. Alors que dans la réalité, on ne sait pas comment les attaques vont être créées. Et donc, c'est là, en fait, on a voulu trouver quelque chose de plus universel et on a introduit les notions de géométrie différentielle qui vont nous permettre de calculer des distances au niveau du manifold de la classe des classifieurs qu'on utilise et non pas travailler avec une idée qu'on connaît comment on va nous attaquer. Encore une fois, je chape à ce genre de détails, mais ça nous donne une petite formule qui nous permet de calculer à quel point les prédictions soft des images clean et les prédictions soft des images bruitées sont proches ou pas. Et on va pénaliser avec ça notre loss d'entraînement, la cross-entropie pour un problème de classification. Et cette pénalisation-là nous permet de gérer à quel point on va être insensible par aux attaques. Mais évidemment, il y a un compromis. C'est intéressant parce que dans un exemple très simple de régression, on a montré qu'avec ces méthodes-là, on était capable d'avoir tous les points Pareto optimaux entre les compromis être bon dans des images clean et être bon en même temps en parallèle dans des images attaquées, bruitées. Alors que toutes les autres méthodes n'arrivent pas à faire ça.
Donc ça c'est un petit exemple qui nous a permis qu'on était capable de parcourir tous les points d'optimalité, et les autres méthodes, on n'arrive pas. Et effectivement, c'est ce qu'on a retrouvé dans les simulations qu'on a fait. Donc une fois, je ne veux pas rentrer dans les tableaux, mais on a des gains qui sont intéressants, au moins 2% par rapport à l'état de l'art, qui est quand même déjà un domaine très compétitif, avec des années de travaux dans ce sens-là. Et on réduit même le temps d'apprentissage, parce que la méthode est simple, en fait, au fond. C'est juste une pénalisation de la losse. On peut s'attarder après, regarder les détails, ça c'est aucun souci. L'idée, c'est pas faire le fil conducteur de la présentation dans des détails. Et évidemment, avec plaisir, je peux discuter plus en détail de ça. C'est des choses qu'on utilise aujourd'hui pour faire de la détection des attaques adversariales. Donc ça, c'est une ligne de travail sur laquelle on travaille. Essayer de trouver un modèle aussi pour faire pour calculer un score qui nous permette en fait de dire à quel point un réseau est sensible ou pas à se faire attaquer. Ça, c'est quelque chose qui permet éventuellement de faire un genre des vérifications de la robustesse d'un réseau. Et parmi d'autres, évidemment, je serais ravi de discuter avec vous. Donc, très rapidement, je vais mentionner quelques mots par rapport à ces derniers sujets que j'avais dit, qui est en fait la sensibilité vis-à-vis du fait qu'on a entraîné un modèle sur un dataset, vu que le modèle qu'on a entraîné, il a capturé une partie de l'ensemble d'apprentissage, si ce n'est pas tout, dans certains cas, et que du coup, en observant ce modèle-là, on est capable de revenir à dire qu'une personne faisait partie de l'ensemble d'apprentissage. Ça, c'est un travail qui est plus technique, donc je ne veux pas regarder point à point, mais en fait, il y a ce qu'on a fait, c'est relier les performances de l'attaquant, identifier l'attaquant optimal, et les relier à la notion de l'erreur de généralisation, ou le generalization gap, qui est un concept qui mesure la qualité de l'apprentissage, qui nous dit à quel point notre risque empirique est proche ou pas du vrai risque qu'on aurait voulu optimiser. Et en particulier, on l'a fait dans un double contexte, un contexte d'inférence d'un membre, c'est-à-dire on a un modèle qui a été entraîné à partir d'un dataset, on a un attaquant qui observe le modèle, et l'attaquant se pose la question si une image, et la classe de cette image-là, potentiellement, ils étaient ou pas dans l'ensemble d'apprentissage. Et ça, c'est la notion des membership inference, c'est-à-dire être capable de pouvoir repérer la présence de quelqu'un dans son ensemble d'apprentissage. Et si on peut les faire et on sait de quoi il s'agit d'application, on peut récupérer des informations personnelles de cette personne-là. Il y a une deuxième situation qui est la notion d'inversion du modèle. Effectivement, aller regarder un attribut sensible de la personne. Par exemple, identifier son visage ou récupérer d'autres informations potentielles qu'on aurait voulu faire. Et en fait, évidemment, il y a plein de situations pratiques dans lesquelles on avait montré que c'était possible à faire, des situations des applications médicales, des applications sur des images. Typiquement, on était capable, dans certains cas, de récupérer un visage un peu bruité, mais quand même des visages de quelqu'un qui était parmi l'ensemble d'apprentissage. Et ce qu'on a voulu faire ici, c'est caractériser d'un point de vue mathématique l'attaque optimale, même si on ne peut pas directement l'implémenter tel qu'il est, mais au moins savoir à quoi ça ressemble. Et voir les liens de cette attaque optimale avec les capacités de faire du réseau à faire overfitting ou pas lorsqu'il est entraîné. Donc, l'erreur de généralisation. Donc, on a ces deux caractérisations-là. On a aussi relié à la quantité d'informations que les réseaux stockent vis-à-vis de l'ensemble d'apprentissage. Donc, il y a plein de résultats additionnels. Tout est disponible online. Pas trop rentrer dans le détail sur ça. Mais conceptuellement, on a démontré que si un réseau généralise mal, il est évidemment beaucoup plus facile de se faire attaquer, ou il est bien plus susceptible à se faire attaquer qu'un réseau qui généralise bien. Mais l'inverse n'est pas vrai. On peut avoir un réseau qui généralise bien, et ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas se faire attaquer. Donc ça, c'est conceptuellement les deux messages qu'on a retrouvés. On a aussi évalué ces jours de bornes en fait, dans des exemples synthétiques, comme on a un problème de régression linéaire, pour montrer qu'ils sont assez proches de l'attaque optimale et qu'il y a un lien très fort en fonction des nombres d'échantillons. Plus on augmente le nombre d'échantillons, plus évidemment les choses vont s'améliorer pour la protection. Mais si le nombre d'échantillons est faible, c'est assez facile d'identifier comme on peut s'imaginer. On l'a fait pour certains datasets pas trop compliqués, comme aussi Fardis, MNIST ou FashionNIST. On fait sur un certain nombre d'approximations, mais on a réussi aussi à utiliser ces genres de bornes.
Et évidemment, il y a beaucoup de travail qui est en cours aujourd'hui pour aller bien au-delà de ça, en particulier dans tout ce qui relève de l'inférence, des attributs sensibles, autres qu'identifier la présence de quelqu'un dans un ensemble d'apprentissage. Donc, à plein des simulations dans ce sens-là dont je pourrais en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui nous intéresse ici à long terme? Et ça fait partie d'une action que j'ai au niveau européen, comme peut-être vous avez entendu parler. Au niveau européen, il y a une priorité très importante qui est de réussir à faire avoir une base commune des partages d'informations. Ces partages d'informations, ça peut être des données, ça peut être des modèles, ça peut être partager l'information sur plusieurs domaines. Des domaines d'intelligence commerciale, des domaines aussi de la sécurité au niveau des pays membres en fait, d'Europe. Et évidemment, pour partager cette information-là, il faut s'assurer qu'on est tout à fait en respect des lois qui vont nous permettre ou pas de partager. Et donc, toute cette question-là, ont comme but essayer à réussir un jour des méthodes qui nous permettent de faire un audit d'un modèle d'apprentissage et qui nous disent, avec un certain score, ces modèles les sûrs, on ne pourra pas retrouver trop d'informations sensibles ou pas, ou le contraire. Et donc, c'est des connaissances qu'on n'a pas aujourd'hui. C'est assez ouvert et c'est des problématiques qui inquiètent de plus en plus les industriels, à ma connaissance, qui travaillent sur des données sensibles lorsqu'ils vont vendre ou partager un modèle d'apprentissage avec un tiers. Donc, ça, c'était ce que je voulais dire essentiellement. Je vais juste prendre quelques minutes en plus pour conclure. Et puis, j'espère pouvoir avoir des discussions avec vous ou des revenir en fait avec des points ou des thématiques qui vous paraissent plus intéressants. Donc, mon premier message, c'est qu'effectivement, il y a plein de liens assez intéressants qui n'existent pas d'aujourd'hui, ils datent déjà des années 60, mais qui ont été bien développés aujourd'hui, plus adaptés aux méthodes d'apprentissage de nos jours, entre les notions des mesures d'information, les concepts issus de la théorie d'information et des systèmes modernes d'apprentissage. Déjà, à la base, l'apprentissage est aussi un processus de compression. Les notions de représentation, c'est ce qu'on fait aussi en communication ou en compression, mais sauf qu'il y a des différences, évidemment. Mais les objets des mesures d'information sont très pratiques pour entraîner des modèles de représentation. C'est ce qu'on en fait assez souvent. Les mesures d'information ont certaines symétries qui sont importantes et qui sont utiles, pas seulement pour faire l'apprentissage des modèles de représentation, mais aussi pour faire la détection mesurer le niveau de certitude, détecter quand les modèles n'est plus adapté à un certain ensemble des données ou détecter quand les modèles est plus sensible à faire une erreur plutôt qu'à bien faire sa tâche. Ça, c'est quelque chose qui est assez ouvert et c'est un domaine qui est très intéressant à continuer. Mais évidemment, il y a des sujets plus qui vont aller bien au-delà de ça, c'est développer de nouvelles mesures d'information qui sont plus adaptées aux problèmes qu'on traite plutôt que de travailler sur des mesures qui existent. Ça, c'est aussi quelque chose qui est très important, qui vont nous permettre de mieux détecter les niveaux d'incertitude, de mieux calibrer un modèle, etc. Il y a quelques notions que j'ai un peu parlé, mais c'est comment mesurer la qualité de l'incertitude. Ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on veut tous faire. Et il y a eu des travaux qui ont été faits, en particulier en 2017, dans ce sens-là, dans un genre de compromis entre l'accuracy et la confidence d'un modèle. Ça, c'est important. On a trouvé évidemment que les modèles sont très confidents, même quand ils sont faux. Comment en fait mesurer ces niveaux en fait d'incertitude plutôt que simplement calibrer? Et ben ça, évidemment, on aimerait bien que quand on travaille sur des données qui sont dans l'ensemble d'apprentissage ou des mêmes genres, les modèles avec des bonnes réponses, quand on sort de l'ensemble d'apprentissage et qu'on va dans un autre dataset ou à une drift qui est très importante de la distribution, on aimerait bien pouvoir se rendre compte que les modèles donnent des signes en fait qu'il y a quelque chose qui se passe pas bien. Donc, il nous faut de datasets pour nous permettre de mieux travailler là-dessus. Comment mesurer le niveau de robustesse? Alors là, c'est un grand sujet. Effectivement, depuis récemment, il y a plusieurs datasets en imagerie médicale qui commencent à apparaître, des évolutions au niveau de la vidéo qui vont nous permettre de jouer sur un changement au niveau des pixels,
des conditions du fond en fait qui sont peut-être différentes. La pose des objets est aussi des facteurs. Hein. Si on est habitué à faire de la classique avec des objets qui sont toujours au même endroit, bah, si on les bouge, etc., bah, en fait, on devrait pouvoir continuer à marcher correctement. Au moins, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il y a beaucoup à faire, en fait. Hein. Il y a beaucoup des datasets plus naturels qu'il nous faudrait pour mieux développer une théorie et des méthodes plus pratiques dans ce sens-là. Des questions ouvertes que je peux mentionner sur 12 aspects. D'un point de vue plus pratique, évidemment, des nouvelles métriques qui vont mieux nous permettre de comprendre comment les modèles prennent des décisions, comment les modèles pourraient se rendre compte que les décisions sont fausses. Aujourd'hui, dans la recherche, on est vraiment très obsédé dans les performances. On aime bien dans des conférences d'IA de comparer les tableaux, de montrer qu'on est meilleur dans la bonne colonne par rapport à toutes les méthodes. Mais je ne pense pas que ce soit l'objectif ultime. Ce dont on a besoin, c'est de mieux comprendre les modèles. Donc, plutôt laisser de compter un petit peu les performances et plutôt se concentrer à comprendre un peu mieux les modèles, à trouver des méthodes qui vont nous permettre de sécuriser l'utilisation de ce genre de modèles, et éventuellement les corriger s'il faut, et avancer dans ce sens-là. Donc, je pense qu'il faut un changement de paradigme dans ce sens-là. D'un point de vue plus abstrait, il y a les connexions entre les notions des données, qui finalement, c'est évidemment la source d'information empirique, les notions d'information, qui est ce qu'on veut prédire, c'est la chose qu'on peut prédire qui n'est pas aléatoire dans les données, les notions de redondance, qui est finalement la connaissance qui nous permet de prédire cette notion-là, c'est-à-dire les choses qui sont en une structure dans les données, et finalement la connaissance qui est l'objet ultime, la classe, la prédiction qu'on souhaite faire. Tout ça, c'est assez bien compris d'un point de vue conceptuel, mais on n'a pas d'interprétation mathématique de comment ces différents acteurs vont jouer à l'intérieur d'un modèle lorsqu'on fait de l'apprentissage. Donc ça, c'est assez ouvert. Et c'est un ligne de travail qui m'intéresse beaucoup, sous lesquels c'est des moyens termes, évidemment, hein, c'est pas des court termes, mais que je pense pourrait avoir un impact intéressant. Et finalement, dire qu'évidemment, c'est assez connu que la plupart des modèles sont faux et que certains sont outils. J'aurais dit que la plupart des modèles sont peut-être faux, mais en fait, les modèles qui se rendent compte quand ils font de fausses prédictions, évidemment, ce sont des modèles plus utiles pour nous et en particulier pour les applications critiques. Donc, il faut apprendre en fait un modèle à être capable de bien se manifester, de bien montrer quand il y a quelque chose qui ne va pas. C'est le travail que j'ai fait avec un ensemble d'étudiants, des postdoctorants, des collaborateurs hein, qui m'ont permis de faire tous ces genres de simulations et des discussions et d'apprendre énormément. Sans eux, ça n'aurait pas été possible. Donc, je peux dire un grand merci. Hein. Et aussi, en fait, aux différents sources de financement, que ce soit au niveau européen, d'ATIA, la BPI, des collaborations avec IBM qui nous ont permis de développer ces genres de travaux et de continuer à interagir ensemble. Donc, je vais m'arrêter là. J'espère que ça n'a pas été trop long. Et ça me ferait plaisir de discuter avec vous sur certains aspects un peu plus en détail. Merci à tous. Merci beaucoup, Pablo. Écoutez, on peut, pour ceux qui en ont un peu le temps, commencer à poser des questions. Je vois que Atem en pose une. Peut-être tu peux la redire à l'oral, Atem, peut-être. Et bonjour et merci, bonjour. Merci beaucoup pour cette présentation assez intéressante. En fait, j'ai posé trois questions. La première, c'est est-ce que c'est possible de définir cette distance de Rao-Fisher en différenciant par rapport au poids du réseau? Je pense que oui. OK, on va commencer par là. La réponse est oui. C'est une excellente question. Et pourquoi j'aime beaucoup? Parce qu'en fait, c'est une perspective que je trouve pourrait ajouter une autre. Je cherche la distance de Fisher-Rao. Voilà. C'est une perspective qui pourrait ajouter une autre dimension à ça et qu'on n'a pas du tout exploité ici. Ça serait plutôt du côté. Ici, on a regardé la distance de Fisher-Rao vis-à-vis des inputs parce qu'on faisait la robustesse, etc. Mais d'un point de vue optimisation, ça peut être intéressant aussi de regarder qu'est-ce qui se passe quand on change, dans quelle direction on va bouger le modèle, voilà, et de regarder ces fichiers RAO en fonction des paramètres. Absolument. Ouais. D'accord. Deuxième question, est-ce qu'il y aurait une preuve théorique, en plus des expérimentations dans votre papier FIRE,
En fait, dans le projet, on a testé la méthode FIRE, donc c'est pour ça que je connais bien. Ah, ok, très bien, ok, ça tombe bien alors. Ouais, donc on l'a testé sur des cas d'usage dans IA de confiance. Et donc la question, c'est est-ce qu'il y aurait une preuve théorique? On a vu que les expérimentations, c'est toujours très intéressant par rapport à Trades. Mais est-ce qu'il y aurait une preuve théorique? Je sais que c'est peut-être très difficile d'en trouver une, mais c'est un Une preuve problème. théorique pour prouver quoi exactement que ça Pour va, prouver ça va mieux marcher. que ça marche mieux que la divergence que le back-labeler. Voilà, en fait, on a un exemple théorique qui est le modèle de la logistic regression, qui est celui que je mets là dans ce slide, dans lequel on a ploté effectivement, mathématiquement, on a juste ploté la fonction qu'on a obtenue, l'accuracy adversariale, c'est-à-dire lorsqu'on a été attaqué, versus l'accuracy naturelle, parce qu'on sait qu'il y a toujours un compromis entre ces deux choses-là, et tous les points possibles, étant donné tous les classifieurs possibles qu'on peut trouver. Ça, c'est ces courbes-là qui est ici. Et Trades permet évidemment d'attendre n'importe quel point dans les morceaux noirs, ici. Et donc, en étant la courbe en rouge, c'est les points Pareto optimaux. Et donc, on voit bien qu'il y a un point qui est, d'ailleurs, c'est celui qui donne la somme maximale entre les deux accuracies que Trades ne permet pas d'attendre. Alors que FIRE permet d'arriver à tous les points Pareto optimaux. Mais encore une fois, ça ne répond pas complètement à votre question, parce que ça, c'est par rapport à un exemple. Voilà. En général, on n'a pas une preuve pour toute distribution. Et si j'ai à dire ça, peut-être que la réponse sera non, parce que je pense que c'est un peu comme le free lunch theorem. Il n'y a pas des méthodes universelles qui gagnent à tout. Et c'est toute la difficulté de l'IA. Voilà. Donc, voilà. Je pense que c'est assez vrai. Mais j'imagine bien qu'il existe un exemple pour lequel les choses vont être dans l'autre sens. Et dernière question, avant de passer la parole aux autres. Dans le contexte de l'apprentissage par renforcement, on compare souvent des polykicks et ça peut être très intéressant de tester cette distance de Rao-Fisher dans pas mal d'algorithmes et voir s'il y aurait un gain par rapport à la distance KL. C'est très intéressant. Je serais ravi de le faire. Pour tout dire, je n'ai pas une équipe aujourd'hui. L'apprentissage par renforcement nécessite quand même une équipe de personnes qui vont faire des simulations derrière parce que c'est quand même assez lourd. Et j'ai pas, dans mon équipe, on fait tous de la segmentation, classification, NLP, mais j'ai pas une équipe qui fait des réels. Et je serais ravi de travailler avec quelqu'un qui éventuellement s'intéresserait à faire ça. Oui, mais absolument, je pense aussi. Ouais. C'est une bonne idée. Ouais. D'accord. On a commencé à le tester depuis un moment, mais bon, on n'a pas eu le temps. On pourra discuter plus tard. Absolument, il ne faut pas hésiter. De collaboration qui peut naître. Avant de passer la parole à Basile qui a posé une question, je mets à tous la liste des 4 papiers que Pablo a et qui seront disponibles dans les slides, mais un peu plus tard. Donc là, si vous voulez les récupérer tout de suite, vous les avez dans le chat. Voilà, j'envoie les slides dès que ça sera fini, comme ça on peut les mettre online. Il y aura les références aussi. Ouais. Okay. Merci, Patrick. Je crois que Basile avait une question. Ouais. S'il veut la poser directement. On ne t'entend pas. Bon, le temps qu'il se reconnecte peut-être. Il a posé la question, est-ce que l'approche se généralise à la détection de bugs dans un ensemble de codes sources en Java? Je ne comprends pas bien le sens. Ouais, je pense que j'aurais besoin d'un petit... je ne suis pas un expert du code en Java, donc j'aurais besoin d'une discussion. Peut-être oui, peut-être non, mais c'est difficile à... Ouais. C'est très technique comme question. Il n'a pas de micro, donc il ne peut pas parler. Et on connaît tous le halting problem. C'est pareil, je pense que ça mériterait explication. Est-ce que d'autres... On peut se contacter après offline et, voilà, et essayer de faire une petite réunion avec plaisir. Est-ce que d'autres participants ont des questions? Ou bien détection des plagiats sur l'ensemble des codes sur des sources rendues par des étudiants. C'est un sujet... D'accord. Donc, si on remonte, c'était l'approche généralisée de la détection. Donc l'idée, c'est de détecter, si je comprends bien,
on a un ensemble, on va dire, des références. En fait, on aimerait bien que notre ensemble, tout va bien, il n'y a pas eu de plagiat, et puis détecter vis-à-vis des c'est une bonne question. Je ne sais pas, ça ne me paraît pas impossible à essayer, mais de dire que ça va bien marcher. Ces genres de méthodes de détection jouent beaucoup sur au fond, ce qu'on mesure, c'est un peu des statistiques qui sont en lien avec la confidence du classifieur. Le classifieur est toujours confident, hein. La question n'est pas là. Il est confident même s'il est faux, mais il y a des variations légères des confidences, et donc un peu, on va dire, la cuisine, c'est à trouver la bonne mesure qui capte bien cette variation statistique pour pouvoir être réceptif à ça. Ouais. L'information mutuelle entre visiblement deux codes sources rendus par des étudiants, c'est un peu ça qu'il essaye de trouver. D'accord. Il y a, je crois, quelqu'un qui a levé la main. C'est M. Colombo. C'est Colombo, ouais. Ouais, moi j'ai une question. Oui. J'ai une question sur la membership inference. Oui. Si tu peux retourner au slide. Oui, j'y vais. Voilà. Membership inference, on est là. Ouais. Et du coup, avec des attaques comme ça, on peut définir, savoir si un modèle préentraîné, par exemple un ResNet ou un BERT, s'il contient des informations privées. Tout à fait. Après, la notion des privés à définir. Par exemple, privé, ça peut être membership inference. Privé, c'est juste dire, est-ce que Pierre était dans l'ensemble d'apprentissage ou Pablo ou quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, on a une information de la personne en question et on se demande, est-ce que la personne X appartient ou pas à l'ensemble d'apprentissage. Et donc, ça, c'est la réponse oui ou non. Pourquoi? Parce que si on obtient ça et on sait de quoi il s'agissait, l'ensemble d'apprentissage et l'application, de façon indirecte, on remonte à des informations privées de la personne. Par exemple, on peut savoir si, on a sa application NLP, je ne sais pas, mais pour les images médicales, on peut savoir si on est malade ou pas. Ouais. Si on avait diabète, si c'était… voilà. Et au NLP, j'imagine aussi d'autres informations en fonction du texte qui est derrière. Ouais. Ou on peut… oui, pardon. Ouais. Par exemple, des numéros de téléphone ou des choses comme ça qui seraient mémorisées. Qui seraient mémorisées, tout à fait. Ouais. Si ça faisait partie de l'ensemble d'apprentissage, évidemment, il n'y a pas de magie. Il faut que ça fasse partie de l'ensemble d'apprentissage et effectivement, on peut remonter. Là, on est plus un attribute inference, quelque chose qui a un lien avec une personne, qui n'est pas juste identifié si la personne était là. Ouais. Par exemple, le numéro de téléphone, ou si c'est quelqu'un qui était en contact avec d'autres personnes, ou si la personne s'intéresse à certains types de sujets plutôt que d'autres. Voilà. Et du coup, c'est quoi l'étape suivante? C'est une fois qu'on a identifié, comment faire pour l'enlever de cet état, par exemple? Pour l'instant, on est à l'étape d'essayer de trouver les méthodes pour l'identifier. On arrive assez bien. D'ailleurs, on a un travail dont je n'ai pas parlé parce qu'il est subi, il n'est pas ouvert encore à CVPR, qui a une efficacité très, très redoutable là-dessus. Et après, l'idée, c'est effectivement pouvoir certifier qu'un modèle ne contient pas trop d'informations sensibles. C'est un grand sujet. Comment je certifie? Et l'autre, c'est ensuite pouvoir le protéger. Et évidemment, il y aura un compromis. Voilà. C'est un peu comme le déménage, ce sujet que tu connais bien. Il y aura quelque chose à payer. D'accord. Merci, Pablo. Y a-t-il d'autres questions? Il y a Mohamed. Amin. Merzouk, est-ce que tu veux bien prendre la parole? Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour, alors c'est Mohamed Amin Merzouk, je suis doctorant à Polytechnique Montréal et je travaille justement sur les exemples adverses, sur l'adversarial machine learning en général. Et on s'intéresse aux systèmes de détection d'intrusion qui sont basés sur le Deep Neural Networks et voir comment on peut faire des attaques évasives en utilisant une perturbation adverse. Et il travaille d'ailleurs dans le cadre de la chaire criticale que Systemix a signée avec Polytechnique Montréal récemment. Tout à fait, tout à fait. Bienvenue. Alors, pour ma part, je viens tout juste de découvrir vos travaux sur Fisher-Rao et je trouve ça très intéressant. Et justement, je me demandais, est-ce que dans les tests, dans les expérimentations que vous avez fait, vous avez essayé cette méthode sur des données plus structurées que des images? Donc, l'exemple qui vient en tête, c'est les données réseau
en l'occurrence, mais toutes sortes de données qui a une structure, qui a plus de contraintes que des images. Est-ce que d'abord vous voyez des différences qui vous semblent évidentes entre les deux types de données? Et est-ce que vous imaginez que cette méthode serait plus efficace dans un cas ou dans l'autre? Oh bah, tout à fait, c'est une bonne question. Et non, on n'a pas. La réponse est non. On n'a pas essayé. On a travaillé uniquement avec des images. Je pense que toutes les structures devraient pouvoir aider. Voilà, ça irait dans le sens positif, à mon avis. Déjà, faire comme ça, la robustesse des images, c'est pas évident parce qu'il y a très peu de structures. Il y en a, mais c'est tellement de grande dimension et il y a tellement de variabilité des bruits que ça va dans tous sens. Par contre, je pense qu'avec les données, oui, absolument, je pense que ça peut aider. Non, c'est quelque chose d'intéressant. Si ça rentre dans les cadres de vos travail, bah, je pense que ça vaut le coup. Et puis bah, je serai bientôt à Montréal. Alors, voilà, il ne faut pas hésiter. Dans ce cas-là, avec très grand plaisir. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup. Écoute, on va pouvoir clôturer le séminaire AdSystemix aujourd'hui et séminaire scientifique de confiance avec un grand remerciement, des grands remerciements à toi pour cette présentation. Je profite de cette dernière minute pour vous annoncer que le prochain séminaire AdSystemix se déroulera le 20 janvier. Et c'est Georges Iezosifidis, qui est un chercheur à la TU Delft, qui viendra parler des sujets de management de ressources réseau avec des applications Edge. Enfin, voilà. Et donc, quelque chose qui est plutôt sur des sujets télécom. Merci beaucoup encore, merci à tous et à très bientôt. En tout cas, à bientôt. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous d'avoir pris le temps d'écouter. Puis, il ne faut pas hésiter à me contacter. C'est avec plaisir que j'échangerai avec vous. Merci. Bon après-midi. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.